Pendant que vous vous installez, je vais vous présenter pour tout le monde. Donc, Anne-Jose, vous êtes psychanalyste en Belgique. Vous êtes membre de l'association lacanienne internationale et de l'association freudienne de Belgique, dont vous avez été présidente. Ce livre se situe dans la continuité de vos formations premières d'infirmière et de sage-femme. Après un parcours institutionnel en tant que psychanalyste en maternité, PMA et médecine génétique. Vous avez également publié Génétique et temporalité chez l'Harmattan et La clinique du quotidien avec Jean-Pierre Lebrun, ici présent. Votre livre PMA et famille contemporaine, avec un sous-titre très important, ne pas céder sur l'altérité, qui pourrait presque être le titre, va nous être présenté par Daniel Lévy. Daniel Lévy, vous êtes philosophe et psychanalyste. Vous avez été membre de l'école freudienne de Paris, puis de l'association freudienne après la dissolution. Vous avez travaillé pendant 10 années avec l'APUI, Association pour une instance, fondée par Serge Leclerc, entre autres, qui avait pour objectif d'affirmer la spécificité de la psychanalyse et sa place dans la société. Vous êtes aujourd'hui membre du Cercle freudien et de l'association Actualité de la psychanalyse à Troyes. Vous avez écrit des communications pour des congrès médicaux avec André Lehmann, psychanalyste en cancérologie, et collaboré à son livre « L'atteinte corporelle » chez RS en 2014. Et nous vous remercions beaucoup d'être venu de Troyes cet après-midi. Merci. Bonjour. Désolée du retard, mais quelquefois, là, je ralentis. Pour commencer, j'avais envie de me remettre dans mes vieilles chaussures de philosophie et rappeler que mon Descartes, puisqu'il en a été question à l'instant, mon Descartes qui parle du présent. Est-ce qu'on m'entend suffisamment? Il faut que je m'approche. Voilà. Il parle du présent d'une façon incroyable dans une des méthodes de la direction de l'esprit, je crois. Diviser la difficulté en autant de parcelles qu'il se pourrait. C'est exactement ce que font les ordinateurs, c'est exactement ce que fait la modernité dont Anne nous parle. Et le résultat, c'est qu'on ne s'y retrouve plus. Plus rien ne fait métaphore, il n'y a que des métonymies. Alors voilà, le responsable de tout ça, l'inventeur qui s'était trouvé avec le cogito une forme de psychothérapie, il avait bien vu ce qui nous attendait. Alors, le livre d'Anne maintenant. D'abord, je tiens à dire que c'est une chose précieuse. C'est un livre qui m'a paru important. Et au fond, ce que j'ai prévu de faire, c'est surtout vous dire, essayer de vous décrire le travail qui conduit à ce à quoi elle parvient, qui est du bien-dire, ou peut-être quelque chose, peut-être c'est du bien-dire, peut-être c'est le mot juste, ça passe par le mot juste, mais je voudrais essayer de retracer un petit peu le travail qui conduit au mot juste. Après, pour le bien faire, je ne sais pas comment ça suit, mais ça a l'air de suivre quand on trouve le mot juste. Quelque chose se passe dans l'acte. Mes lunettes. Alors, ça commence par un avant-propos
où elle raconte l'histoire de sa recherche. Il s'agit d'une recherche qu'elle a menée pendant plus de 20 ans concernant la PMA et qui se divise en 2 périodes. Une première période dans laquelle on lui avait demandé d'essayer de faire comprendre pourquoi et comment certaines PMA ne marchent pas. Et une deuxième période qui est très différente, qui est apparue lorsque la PMA, à la suite d'un changement dans les mœurs et dans la loi. Le changement dans les mœurs, c'est que auparavant, en 87, ça commence en 87, n'est-ce pas? 87 jusque vers 2000, ce sont des couples qui viennent, des couples hétérosexuels, on est obligé de le préciser maintenant, qui viennent de demander ce qui se passe, est-ce qu'on ne pourrait pas les aider à avoir un enfant, parce qu'à eux deux, ils n'y arrivent pas. Et puis la deuxième période, c'est après qu'il y a eu cette espèce de généralisation de la PMA qui fait qu'on peut demander l'assistance de la médecine pour faire un enfant, quelles que soient vos motivations. Ce n'est pas juste parce que le mari n'y arrive pas ou la femme n'y arrive pas, mais ça ne me dit rien, je ne veux pas, je suis une femme seule, nous sommes un couple de femmes et nous voulons faire un enfant. Ça va même jusqu'à un exemple qui est magnifique, c'est 2 femmes qui vivent en couple ou qui se présentent comme un couple, qui arrivent pour demander chacune son enfant. Donc la deuxième période, c'est celle-là, c'est les répercussions. J'utilise un terme que notre ami commune André Lehmann a inventé pour décrire les répercussions psychiques des maladies graves, qui est justement ce terme de répercussion psychique, qui permettait de sortir de la question de la causalité et pour dire que quel que soit ce qui a déclenché la maladie, le malheur, il y a des répercussions psychiques, quelle que soit la cause. Alors, donc, il s'agit dans ce deuxième temps de la recherche des répercussions psychiques de cette généralisation de la PMA et des... Oui. Les lapsus, c'est rare que ça ne soit pas bienvenu. Qu'est-ce que ça a fait aux personnes et qu'est-ce que ça a fait aux équipes? Puisque pour cette nouvelle formation sociale, disons, Anne a eu une mission de recherche. Alors, comment ça commence maintenant? Si j'essaie de vous décrire le travail qu'elle a fait, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette recherche qui inclut des psychanalystes, un psychanalyste, mais dans une équipe médicale. Et c'est déjà une façon, dit Anne, remarque Anne, de faire intervenir un discours autre dans un discours qui se constitue. Et c'est presque la clé de tout le livre, puisque c'est la présence de l'altérité qui permet de découvrir ce qu'on ne savait pas expliquer et ce qu'on ne savait même pas voir avant. Donc, elle était déjà en place à l'hôpital et elle a eu la chance qu'un médecin demande une analyste pour l'aider à comprendre ce qui le dépassait, ce dont il n'arrivait pas à trouver des raisons. Donc, elles y vont et la première remarque qu'elle fait dans son compte-rendu, c'est la rencontre de questions encombrantes. Donc, la question était pourquoi est-ce que les PMA ne marchent pas toujours, même quand toutes les conditions physiologiques, chimiques, mécaniques
sont présentes. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas toujours? La première réaction, question encombrante. Je n'ai pas assez dit que pourquoi ce livre est précieux, c'est parce qu'il nous fait sortir d'un embarras que nous ne savions même pas dire. C'est-à-dire sur la PMA, quand elle est apparue, elle a donné lieu à des discussions toniques, mais c'était toujours on est pour ou on est contre. Et ce genre de discussion n'a jamais d'issue, ne fait jamais rien apparaître de nouveau ou de façon rarissime. On s'aperçoit, une fois qu'elle a commencé à expliquer ce qui se passe, enfin à décrire ce qui se passe d'à peu près, et passant les concepts de l'analyse, certains concepts de l'analyse qu'il faut choisir, pas n'importe lesquels, on s'aperçoit qu'il y avait de l'embarras avant. L'embarras, c'est-à-dire une forme d'angoisse, une forme atténuée de l'angoisse, comme Lacan nous l'a appris depuis longtemps. On ne savait pas qu'on était incapable d'en parler. On pouvait juste prendre position. Alors, les questions encombrantes, c'est quoi? Eh bien, c'est justement ce qui va aller contre l'équipe médicale, enfin les convictions attribuées à l'équipe médicale, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs que la physiologie, le biologique, dans les échecs de l'entreprise d'insémination artificielle? Et tout de suite, elle introduit un de nos concepts essentiels qu'elle appelle la dépendance foncière de l'humain au langage. Donc, elle a bien une idée qu'il y en a d'autres, des facteurs physiologiques. Mais qu'est-ce que ça va nous permettre de voir? Elle énumère ce qui ne va pas, les différentes formes de ces échecs. La plus voyante, c'est quand la réussite est technique, mais tout s'est bien passé, mais sauf qu'il n'y a pas de conception, ou bien que l'embryon ne tient pas. Donc, ça réussit, mais ça rate. Une autre difficulté paradoxale, mais qui inquiète beaucoup les médecins, c'est que des couples qui ont voulu un enfant, qui l'ont obtenu par cette voie, se séparent. Les médecins se demandent s'ils ont bien fait, s'ils n'auraient pas dû, s'ils ont rempli leur vocation d'aider les pauvres gens. À ce moment-là, vient une autre idée, je dis toujours comme une autre idée qui est celle de l'impossible. Peut-être que, bon, aussi un de nos concepts, peut-être qu'il y a une dimension d'impossible dans ces trucs qui marchent mais qui ne marchent pas. Sauf que ce n'est pas l'idée qui vient aux non-psychanalystes, l'idée qui leur vient, c'est que c'est une incapacité. Ce sont des incapables. On n'a pas réussi, on n'a pas mis les choses qu'il fallait, les moyens qu'il fallait. Et cette idée d'incapacité, elle va obtenir un développement dans la suite, parce qu'on va voir à quel point elle vient de l'idéologie contemporaine. Et un des mérites de ce livre, c'est de nous montrer comment s'articule, se tisse, se tresse généralement mal l'évolution de la société, les représentations auxquelles elle donne lieu et le discours social, et puis le fonctionnement psychique singulier. Comment ça s'encombre l'un l'autre tout en s'influençant. Alors, d'autres difficultés apparaissent après ces premières remarques. Si on considérait la stérilité
comme un symptôme. Donc, on rapproche encore un peu de la pensée analytique. La pointe émergée de quelque chose qui fait que on n'y arrive pas, que c'est impossible, même quand on met tous les moyens qu'il faut. Et dans cette perspective, ce qui est vécu comme incapacité est entendu comme un déni de l'impossible. On peut l'entendre comme ça. Et puis, il y a aussi les cas tout aussi embarrassants pour l'équipe, quand les couples renoncent. Par exemple, ils renoncent à l'insémination, ils décident d'adopter un enfant, ou bien ils décident de ne pas avoir d'enfant, ou bien le couple se dissout pour donner lieu à un nouveau couple ou à une nouvelle forme de vie des deux. Il me semble que le mérite de ce premier travail, c'est le même que ce qui va suivre, c'est-à-dire analyser la difficulté, en repérer les éléments, sans prétendre, sans se laisser embarquer dans la question de la solution. Alors que les notions analytiques pourraient nous dire « Ah ben oui, mais ça c'est un symptôme, ça c'est ceci, ça c'est cela », en invoquant je ne sais quelle structure psychique. Non, ce n'est pas ce qui se passe. Une fois qu'on a repéré précisément, nommé les points d'achoppement, on a fait un travail. Et ça se termine, c'est la première partie, mais la deuxième dont je vais parler maintenant va se terminer par une notation qui me paraît extrêmement importante et qu'il faudrait savoir par cœur. C'est la fin de l'avant-propos. Sans le temps d'élaboration, une clinique ne peut ni se développer ni se transmettre. Ce temps nécessaire pour penser la clinique, l'écrire, la proposer aux remarques critiques des collègues, fait partie inhérente de la clinique. Ne pas arrêter de penser que la clinique, c'est intuitif, qu'on le sent, ça demande un temps d'élaboration qui, avec un long temps de latence, de recherche des points auxquels, des points dont on peut dire quelque chose, un travail de description, d'observation et de description. Alors, deuxième temps, donc voilà que les couples homosexuels et les femmes seules peuvent demander à ce qu'on leur fasse un enfant par pipette. Pensez cette apparition. La question de l'impossible était envisagée dans la première recherche. Dans la deuxième, apparaît un nouveau possible, une nouvelle possibilité. On ne savait pas faire ça avant. Donc, un changement technologique qui ouvre des choses qu'on croyait impossibles avant. Et ça va avoir des effets sur, non seulement sur les actes des gens, c'est-à-dire que les gens vont se précipiter alors qu'ils ne pouvaient pas avant, ils vont se précipiter pour obtenir, mais ça va changer les représentations et leur rapport à la singularité. La première question que ça fait surgir, c'est bien sûr la question de la parenté. Parce que si c'est deux femmes ou si c'est une femme seule, qu'est-ce que c'est qu'un père? Qu'est-ce que c'est qu'un donneur? Qu'est-ce qu'on entend par fonction paternelle? Qu'est-ce que c'est qu'un couple parental? Et c'est quoi la fonction parentale? Donc, c'est des grandes questions voilà, qui restent ouvertes. Là-dessus, intervient sur ces questions, bien sûr, qui ont pris beaucoup de temps de réflexion, de discussion, de séminaires, de choses comme ça, apparaît en Belgique une loi qui introduit une formulation inouïe sur ce que c'est qu'un parent. On parle
dans ce cas-là, dans le cas d'insémination artificielle, on parle d'un auteur du projet parental. Donc là, on n'est pas simplement dans le social, on est dans le juridique. Ça s'appelle, quelqu'un qui demande un enfant de cette façon, ça s'appelle un auteur du projet parental. Il peut être seul, il peut être unique, donc l'enfant n'est plus nécessairement l'enfant d'un couple. Et puis, il n'y a pas d'indication de sexe, donc il y a effacement de la différence des sexes. C'est là-dessus que lui vient Anne qui travaillait toujours avec d'autres. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu travailles aussi avec un clinicien d'enfants? Ça s'est passé durant les 2 années de recherche plus spécifique autour de cette question. Mais dis-moi. C'est après 2007, après la loi. Ah oui. Après que cette loi bizarre oui. ait été inscrite, on se demande, comme chaque fois qu'il apparaît des lois, comment ces formulations sont venues aux auteurs. Bon, j'ai une petite idée. Parce que peut-être préciser la loi, j'entends des personnes dans la salle qui ne savent pas de quelle loi il s'agit. C'est une loi. Comme c'est une loi belge, il faut peut-être redire. C'est une loi belge que j'ai mis. C'est ça. Ils n'ont pas tous le livre. J'ai voulu qu'elle soit en annexe de ce livre-là parce que c'était quand même une question importante. Il faut savoir que depuis 1987, en Belgique, mais en France 85, en Angleterre 83, il y a eu les premiers enfants issus de la PMA. Mais en Belgique, on a fonctionné de 87 à 2007 sans aucune législation. Ça ne veut pas dire qu'on faisait n'importe quoi, bien sûr, parce que dans les centres, on tentait quand même de penser un peu la clinique. Néanmoins, il y avait une attente par rapport à cette législation. On se dit, enfin, ils vont nous dire un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, où sont les balises, etc. Et puis la Belgique, c'est comme ça. Il y a eu un truc ouvert à 180 degrés avec cette formulation, l'auteur du projet parental. Donc, alors qu'on en attendait quelque chose qui allait enfin nous dire, mais voilà, les demandes que vous pouvez accepter, pas quoi, non, rien du tout. Avec une toute petite ligne en bas, quelque part dans la loi, comme c'est toujours le cas, en disant, néanmoins, si les centres veulent restreindre les demandes, ils peuvent le faire. À une condition, c'est qu'il faut respecter les procédures et le transmettre aux demandeurs en toute transparence. Bon, voilà. Donc voilà, on avait les nouveaux signifiants à la mode, la transparence, la procédure, etc. Ce qui veut dire que notre attente par rapport à cette législation, elle a été déçue et en même temps, voilà, ça nous a obligés, et c'est la suite, c'est entre autres c'est ce bouquin-là, c'est de se dire, bon voilà, ça va être quoi notre axe de travail? Comment est-ce qu'on va travailler? À partir de 2007, ça avait déjà commencé en 2000, on avait déjà une pratique de recevoir pas mal de couples, des demandes de couples homosexuels, mais là, on a eu, pas seulement en 2007, il y a eu le fait que les PMA sont rentrés dans le cadre des remboursements par ce qu'on appelle en Belgique la sécurité sociale en 2003. Donc, à partir de 2003, ça a fait boom au niveau des demandes. Et puis les femmes françaises qui voulaient aller en Belgique, oui. Avec quand même la différence entre la Belgique et l'Espagne, par exemple, parce qu'on a eu des couples qui hésitaient entre aller en Espagne ou aller en Belgique. Et alors, on a eu plusieurs échos, mais des échos, certains ont dit, nous, on va en Espagne parce que là, il n'y a pas d'entretien préalable. On nous donne un devis, on peut signer ça sur Internet, on y va, et ça se fait. Pas besoin de parler. Et d'autres qui, au contraire, ont été très choqués par cette affaire du devis, comme si la question commerciale, et bon, je pense que pour nous, quand même, commercial, ça a à voir avec commerce, donc la question, au fond, aussi liée au sexuel. Enfin, c'est une de mes questions dans ce livre-là, parce qu'on parle beaucoup de... Enfin, j'y reviendrai juste après, mais c'est comme si c'était justement trop présent, cette affaire du devis, on signe un devis, on va acheter un enfant, quoi. Enfin quelque chose comme ça dans les représentations. Et donc, pas mal de couples qu'on a rencontrés, moi j'ai rencontré, nous disaient combien le fait
que cette demande soit obligatoirement, parce que c'est pas dans la loi belge, c'est nous, dans notre centre, on avait imposé qu'il y ait quand même quelques entretiens avant, mais comment le fait que cette demande ne soit pas que technique, mais qu'elle soit prise dans un réseau où il y avait à s'adresser aux médecins, et puis quand même, voilà, que ce soit parlé, voilà la question de la parole, que ce soit parlé pas dans une parole évacuante, mais dans une parole où, à ma manière, j'ai quand même tenté justement que ces couples qu'on a pu recevoir se décollent tant bien que même de l'idéologie paritaire, égalitaire, très circulante dans notre discours contemporain. Mais finalement, elles étaient assez soulagées de cette possibilité, de cette obligation qui devenait une possibilité d'en dire quelque chose et au fond de faire un peu récit de pourquoi elles venaient par ce biais-là concevoir un enfant. Et je pense que ce n'est pas sans importance cette nécessité du récit. C'est quand même une question que je pose. Ce serait quoi un enfant qui arriverait comme ça sans qu'il y ait même du récit? Et quand je dis récit, j'entends aussi la manière dont on le travaille, nous ici, c'est RSI, quoi. C'est quand même un nouage entre le réel technique, entre la manière dont ça va être parlé et l'imaginaire qui est là pour nouer le réel et le symbolique dans un imaginaire propre à chaque couple. Il y a des couples qui ont besoin d'imaginer des choses par rapport au donneur, ou d'imaginer, enfin voilà, il y a un imaginaire qui se construit et qui vient nouer réel et symbolique. Ça me paraît important. Alors que le commerce, ce que tu appelais tout à l'heure le commerce, c'est l'acceptation sans parole. Ah oui, parce que je te donne mon produit, tu payes, tu prends. Il suffit de surfer sur Internet, vous allez bien voir des tas de lieux en Europe. Vous faites quelques clics et puis voilà, il y a des couples qu'on a reçus qui nous disaient avoir fonctionné comme ça. Par colis postal leur était arrivé une pipette, voilà, il y avait à ça. Voilà, donc… C'est des Espagnols qui étaient dans le nom. Les Espagnols, c'était les commerciaux. C'est ça. Et Belges, c'était les parleurs. Juan, pour les questions, on demande le micro, s'il vous plaît. Ah oui. Sinon, sur Zoom, ils n'entendent pas du tout. C'est les Espagnols qui étaient plutôt dans le commerce. Alors, je ne peux pas dire tous les Espagnols. C'est un couple qui habitait très près de la frontière espagnole, dans le sud de la France. On s'était demandé, mais pourquoi ils venaient dans le nord de la Belgique alors que l'Espagne était quand même beaucoup plus proche géographiquement. Et voilà, c'était ce couple-là qui nous avait dit, mais nous, on nous a proposé un devis. Non, c'est impensable pour nous de concevoir un enfant comme ça, de cette manière-là, de cette manière contractuelle, purement contractuelle. Voilà. Je ne veux pas dire tous les Espagnols. Oui, d'accord. C'est parce qu'il y a une clinique qui est très développée du côté de Barcelone et qui fonctionne comme ça. Mais ça répond tellement bien au sentiment d'urgence qui est généralisé. Il faut que ça aille vite, quoi. Que si ça n'est pas partout, ça tend à s'étendre. C'est le sentiment d'urgence, mais pas seulement le sentiment d'urgence, c'est aussi… on a eu quand même pas mal de couples qui venaient… qui étaient assez forts sur la défensive, pensant qu'elles avaient à justifier leur demande par A plus B, alors que la proposition de venir parler la question, ce n'est pas de l'ordre d'une justification, justement. Hein. Donc, c'est tenter de venir ouvrir un peu ce qui se passe pour elle. Et alors, je pense, par exemple, un des petits exemples que j'ai amené là dans ce livre, c'est comment
à partir de ce discours très contemporain, mais qui allait aussi de pair avec cette justification. Je pense à ce couple que je rencontre et qui dit dès le début d'entretien, voilà, nous sommes un couple, nous sommes deux femmes, nous avons le même désir. Et bon, il faut dire que, voilà, on a quand même, à force de travailler l'oreille est un peu avertie, et donc je dis un même désir. Mais oui, un même désir. Je dis, ben bon, oui, alors je me dis, mais je fais quoi moi en entretien avec ça, hein, un même désir. On est tellement dans cette idéologie de la mêmeté, de l'égalité, de la parité. C'est un peu un bloc monolithique qu'on reçoit comme ça en entretien. Donc, il faut tenter d'ouvrir ces choses-là. Je dis un même désir. Au fond, laquelle de vous deux en a parlé la première à l'autre? Ah, voilà. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a un début d'histoire, un début de récit qui vient se faire là, dans l'entretien. Ah, ben, c'était moi. Moi, ça faisait longtemps que je voulais un enfant, mais je ne lui en parlais pas parce que je savais qu'elle n'était pas prête. Et, blablabla, voilà. Et alors, il y a quelque chose qui vient se dérouler, etc. Il faut du temps pour ça. Il faut du temps, il faut de l'attention. Mais c'est un peu ce que je dis. Je me dis, voilà, comment rester attentif ou attentive à la position singulière, on pourrait dire à la dimension du sujet, tapis dans les aléas de la demande. Voilà. C'est ça quand même qu'on essaie de faire, c'est de... Enfin, ce que moi j'ai essayé de faire, c'est à un moment donné de me dire, mais cette question du même, ça revient trop souvent, et donc, voilà, je vais te laisser poursuivre, parce que ça, on continuera. Je trouve que cette expression tapis, dans le sujet tapis, ça ne parle pas que de ces situations-là. Ah non, non, non. C'est un de ces bien dire qui sont tellement éclairants dans ce petit livre qui a l'air de rien. Alors, donc, deuxième recherche, introduction d'un nouveau concept justification qui explique le sous-titre. Vous avez à ce moment-là déjà l'idée que un enfant ne peut être accueilli correctement que par un couple, ou pas un couple, mais enfin dans un endroit où il y a de l'altérité, où l'altérité a une place. Et du coup, la question des parents, des machins, qu'est-ce que c'est qu'un parent, qu'est-ce que c'est qu'un couple et tout ça, elle se repose en termes non pas de qu'est-ce qu'il y a dans cette notion, qu'est-ce que je pense que c'est, qu'est-ce que l'autre pense que c'est, mais en termes de place. Or, cette distinction de la place et de l'occupant de la place est essentielle pour nous, parce que c'est la distinction entre symbolique et imaginaire. Ou je ne sais pas si on met un peu de réel là-dedans, mais voilà. En tout cas, c'est de l'ordre symbolique. Et c'est là-dessus que démarre la seconde recherche. Donc, les analystes écoutent, l'analyste écoute avec les gens, pour les gens qui viennent parler avec lui, les signifiants singuliers, mais toujours en se posant la question aussi de la place et de la position de chacun. Et c'est là, si j'ai bien compris, où intervient le travail avec un clinicien d'enfants. Peut-être que l'idée est venue par lui, qu'un enfant ne peut être bien accueilli correctement que dans un lieu où il y a place pour l'altérité. Il était attentif, lui, en tant que clinicien d'enfants, à cette question qui était, mais comment est-ce qu'un enfant peut être accueilli dans son altérité? Ça, c'était sa question. Et la mienne, c'était si, dans le couple, il n'y a pas place pour l'altérité dans le couple. Voilà. Comme les femmes et le même désir. Oui, bah c'est comme ça qu'elle le disait, mais après, ce n'était pas nécessairement comme ça que ça se passait. Oui. Ouais, c'est ça, c'est ça.
D'où, au fond, ma difficulté, parce que pendant un certain temps, je tentais de souligner avec elle, quand bien même elle se présentait en tant que couple de femmes, de dire oui, mais au fond, comment est-ce que vous pourriez penser vos différences entre l'une et entre l'autre? Et je me suis rendu compte que le mot différence était extrêmement mal accueilli, au point qu'il suscitait vraiment, parmi les femmes, quand je leur adressais cette question de la différence, une espèce de, soit une méfiance, soit même une forme d'agressivité. Donc, je me suis beaucoup interrogée, nous nous sommes interrogés sur ce que ce mot véhiculait à notre insu. Et ça, c'est quand même une question très contemporaine, comment ce mot différence est entendu dans un sens unique. Je pensais à ce que tu disais ce matin, Jean-Pierre, quand tu disais l'autorité n'a plus de sens, ne fait plus sens. Et je me disais en t'écoutant, je ne sais pas si l'autorité ne fait plus sens, mais elle est entendue dans un sens unique, comme dans le sens d'abus d'autorité. Il y a une question comme ça. Avec le mot différence, c'était un peu pareil. La différence était entendue uniquement en termes de droit. Comment il va y avoir de la différence? Je ne vais pas avoir autant de droits que l'autre, dans une différence comptable. Alors que ce n'était pas de ça. Ce n'était pas ça qu'on essayait de faire émerger au sein de ces entretiens. C'était plutôt quelque chose qui était relatif à une différence de position. Avec en arrière-fond, nous, bien sûr, notre fameux schéma de la sexuation ou schéma de jouissance, voilà, gauche-droite, S1, S2, bon voilà, mais comment ça circule dans ce couple? Avec cette idée que, alors ça c'est une idée que depuis ce matin je m'interroge là-dessus, si tout le monde est situé à droite, où et comment ça va circuler dans le couple? Moi il me semble que c'est quand même intéressant, pas droite-gauche, mais Tu vas S1, dans S2, du schéma, je suis avec le schéma de la sexuation, mais on pourrait dire, ma crainte en vous entendant ce matin, je me disais, mais si tout le monde est logé que d'un côté, on va être dans une juxtaposition. Comment est-ce qu'on va s'accorder là-dedans? Comment ça circule? Que ce soit au niveau du désir, que ce soit au niveau conjugal, mais on pourrait même le penser de manière plus sociétale. Enfin, comment on va faire, hein? Donc, c'est une question. Je trouve que voilà, c'est un peu comment, à partir de cette clinique de la PMA, j'en arrive en effet à des questions qui sont peut-être un peu plus larges et qui sont, ça concerne autant les couples hétérogènes que les couples, enfin hétérogènes, on a beau lapsus, hétérosexuels qu'homosexuels, mais ça nous concerne dans la manière dont les choses circulent. Je crois que je m'appuie un peu sur la manière dont Melman a fait lecture, Charles Melman a fait lecture du séminaire Encore, là, quand il insiste beaucoup là, dans son séminaire sur comment introduire la clinique psychanalytique aujourd'hui. Il insiste sur cette circulation entre S1 et S2. Moi, ça m'a aidé pour soutenir les entretiens dans cette clinique, d'avoir ça quand même en arrière-fond et de pouvoir tenter d'entendre de quelle place chacun s'énonçait. Ce qui m'a aidé aussi, c'était un article que Pierre Harel avait écrit à ce sujet, où il parle de voilà, comment l'un s'énonce de ce lieu du S1 et l'autre s'énonce en objectant au S1. Donc, voilà. Mais ça, il faut un peu de temps pour déplier en entretien. Et finalement, pour pouvoir renvoyer à ces couples qui se présentaient quasi avec un logo, nous sommes deux, mêmes, identiques, paritaires, égalitaires, voilà, tous les mots à la mode aujourd'hui, pour pouvoir leur dire en entretien, mais vous savez, ça fait 3/4 d'heure que je vous écoute, moi je ne vous trouve pas si pareil que ça dans ce que vous dites. Au fond, vous dites ceci, et puis vous dites cela, et etc. Et puis, à refaire circuler, et finalement, elles repartent avec ça, elles refont 1000 km, elles reviennent quelques semaines plus tard, et elles viennent dire, mais oui, c'est vrai, on n'est pas si pareil que ça. D'ailleurs, si on était si pareil que ça, ce serait insupportable de vivre ensemble. Enfin, vous voyez, c'est comme si on avait à ouvrir comme ça ce sillon,
Donc, on Voilà. a à ouvrir ce sillon, mais ce n'est pas si facile parce que vous êtes à ce moment-là aux prises avec les idéaux sociaux de parité Oui, et tout à fait. d'égalité Oui. qui sont pris dans le sens le plus large universel. Et c'est un de ces exemples d'intrication, enfin de pas intrication justement, de répercussion du social sur le psychique qui produit des représentations, comment dire, peu compatibles avec nos concepts, avec notre expérience de ce que c'est que le fonctionnement psychique des humains. Donc c'est toute une bataille, une bagarre, je sais pas, il y a un fil à trouver. Et le concept analytique, il vous donne un fil. Et vous dites à un moment, plusieurs fois d'ailleurs, que ce genre de clinique non homogène à nos habitudes nous incite ou nous oblige à redéployer les concepts. Donc on les retrouve, mais sous une autre forme, pas de la façon dont on est habitué à les penser, et néanmoins conservant toute leur valeur, validité même. Tout à fait. C'est voilà, un des avantages de ce bouquin. Mais si je peux De me voir ça. permettre, Oui, juste, allez-y. ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand vous parlez de faire travailler les écarts à propos de concepts et de travailler l'altérité des positions et d'apporter la position maternelle et la fonction paternelle. Et je trouve que ce n'est pas quelque chose qui est très présent dans le vocabulaire lacanien et qui peut introduire cette différence de position, justement, que ce soit entre deux femmes, deux hommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, non, tout à fait. Faire travailler les écarts, c'est une formule qui ne vient pas de moi, mais de François Julien. Et ça, je lui suis très reconnaissante voilà, de m'avoir c'était une discussion dans un taxi avec lui et il m'a dit, mais vous ne devez pas utiliser le mot différence, vous devez faire travailler les écarts. Et donc, il déplie ça très, très bien dans son livre sur l'écart et l'antre, qui est sa leçon inaugurale à la chaire d'altérité, justement. Et je crois que ça m'a en effet aidé à comprendre pourquoi ce mot était si malvenu. Hein. J'ai même marqué, est-ce que la différence d'une mal nommée, hein. Alors, je pense que position maternelle, fonction paternelle et même la fonction paternelle, est-ce que c'est seulement une fonction nommante ou telle qu'on commence à la travailler quand même bien davantage, c'est quoi la question, réinsister sur la question du père réel. Je crois qu'on a à reprendre ces catégories à la lumière de la clinique d'aujourd'hui, pas pour faire rentrer la clinique dans nos petits tiroirs, mais au contraire réouvrir nos tiroirs et dire voilà, comment va-t-on penser les choses comme ça. J'ai pu voir, et j'ai donné référence, je ne sais pas si tout le monde peut avoir accès à ce document, mais il y a eu un document qui est passé chez nous en Belgique qui s'appelait Famille, F.A.M. enfin, etc. 30 ans, c'est un document qui reprenait les enfants issus de la PMA depuis 30 ans. Et donc, c'était assez intéressant de voir, entre autres, un père qui était issu d'une conception par assimilation entre le couple que formait sa mère et sa compagne. Cet homme avait 30 ans, était père déjà de 2 enfants, et dans ce que je pouvais entendre dans un documentaire, voilà, je ne pouvais que penser, voilà, les questions, position maternelle, fonction paternelle, je ne sais pas, je ne l'ai pas eu ni en entretien, ni sur le divan, mais visiblement, les choses avaient été en place. Hein, je pense à une petite formule que j'ai retrouvée, je pense que c'est Marie-Charlotte Cadeau qui a écrit ça. Elle dit « Comment penser dans ces modalités contemporaines ?» Ah non, c'est moi qui ai écrit ça. « Comment penser dans ces modalités contemporaines la condition pour qu'il puisse y avoir une place sexuée pour un enfant et aussi qu'il soit introduit au lieu de l'autre. » Voilà, c'est ça, une place sexuée et qu'il soit introduit au lieu de l'autre. Voilà.
là, visiblement, ça avait pu se faire. Donc, je trouve que nous avons à être très attentifs, à ne pas fonctionner avec des a priori, à pouvoir écouter les gens et entendre comment ça s'est mis en place pour eux, comment eux s'en sont débrouillés. On ne sait pas toujours ce qui va faire père réel pour un enfant. On ne peut pas le savoir à l'avance. Tout comme on ne peut pas savoir quand on est un couple quel genre de mère on va être, quel genre de père va être le compagnon qu'on a, etc. Est-ce qu'on va être la même mère pour le premier enfant que pour le second, pour le troisième? Enfin, on sait très bien que tout ça, il y a plein d'éléments qui vont jouer. Donc, je crois que ça nous oblige à repenser les choses et que je dirais que ce type de travail m'a aussi permis, dans l'après-coup, d'entendre autrement la demande de certaines personnes qui viennent en analyse et qui sont, parce qu'aujourd'hui, les gens que nous recevons sont pris sont baignés dans le discours contemporain. Nous aussi, d'ailleurs. Nous aussi, d'ailleurs, on n'en est pas exclus, on n'est pas dans une position méta comme ça. Hein. On essaye de se reculer. On essaie, mais on n'y arrive pas toujours. On est pris dedans aussi. Et donc, enfin, moi, ça m'importe de tenter de continuer à penser ces choses-là avec d'autres aussi, Jean-Pierre. Une question. Et comme ça, vous faites travailler la langue comme un instrument de recherche. Dans tous ces... C'est une méthode de recherche, la parole. Et Daniel vient de rappeler tout à l'heure en début que le sous-titre aurait pu être le titre. Ne pas céder sur l'altérité, ça aurait pu être le titre. C'est tout à fait important. Je crois même que j'étais surpris quand j'ai ramené ce sous-titre. Bon, pour des raisons ça parle de la PMA, ça peut rester comme ça, c'est pas ça. Mais je trouve que le sous-titre que tu donnes à donner est vraiment important parce qu'il répond exactement à la question que tu as posée tout à l'heure. Comment, quand on est tous ou un par un, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la question à ce moment-là de l'organisation imposée ne marche plus. Oui. En revanche, ce qui marche, c'est la rencontre avec l'autre, pour autant que l'autre ne cède pas sur autorité, altérité, antériorité, pour moi. On avait dit ça une soirée, là où on avait dit, mais je crois que c'est tout à fait juste, c'est vraiment une modalité de substitution d'une exception qui impose une série de choses dans le modèle à gauche qu'on n'a plus aujourd'hui, mais on peut très bien, dans la rencontre avec l'autre, ne pas céder là-dessus. C'est pour ça que ce sous-titre, moi, il m'a vraiment été très, très important. On peut l'étendre, on peut réfléchir à là, parce que c'est par la négative qu'en quelque sorte, c'est pas en imposant quelque chose à quelqu'un, mais c'est en ne cédant pas, parce que soi-même, on est pris dans cette dynamique-là et il n'y a pas question de lâcher là-dessus. Ça me semblait une réponse à ce que tu te demandais, comment on va vivre à ce moment-là. En effet, ne pas céder sur l'altérité, c'est la solution pour sortir du marais où nous ne savions pas que nous étions engoncés. C'est la solution. Alors, nous allons passer... Quelqu'un a son téléphone allumé, si vous voulez bien l'éteindre, s'il vous plaît, parce que ça parasite. Et nous allons passer aux questions. Est-ce que je vous rappelle que pour les personnes qui nous suivent par Zoom, vous pouvez mettre la petite main jaune ou parler directement comme vous voulez. Enfin, je n'ai parlé que de ce qu'il y a dans l'avant-propos, ce qui nous a emmené un petit peu, mais j'aimerais quand même signaler que ça va nettement plus loin, ce livre. Il y a 5 chapitres. Un qui qui rappelle que faire un enfant, ce n'est pas faire du même, ça s'appelle procréation et pas reproduction chez l'humain, et que le langage a sa place là-dedans. Un deuxième chapitre est-ce qu'il s'agit d'un droit, puisque il faut un droit pour qu'il y ait
une possibilité de PMA à quiconque le souhaite. Un droit, une demande, un moi désir. Le 3e chapitre, c'est justement ce dont on vient de parler, faire travailler les écarts et non pas s'en tenir à la différence qui permet à n'importe qui de penser n'importe quoi. Un 4e chapitre sur la famille contemporaine, c'est-à-dire les places et la façon de les occuper, disons ça, on peut dire comme ça. Le mythe de la transparence. Et enfin, un dernier que je n'ai pas bien compris, que peut-être tu peux résumer. La famille contemporaine, homotopique ou hétérotopique? Et je relance cette question parce que justement, il me semblait que dans l'idéologie sociale, elle efface les places. Oui. Ce dont vous parlez, la place de l'autorité, elle est effacée dans l'idéologie contemporaine. Ou alors, quand c'est le président de la République, elle est occasion d'édat. Mais c'est comme si c'était une place qui doit être ramenée à celle de n'importe qui. Donc la spécificité des places, souvent le social, ça fait ça. Alors que le social traditionnel, il y avait la place du roi, la place du duc, la place du juge, la place du manant, la place du pendu. Donc c'est bon. Homotopique ou hétérotopique? Oui, mais quand on C'est dit... assez subtil, hein, c'est un bouquin à travailler. Ça ne se lit pas comme un roman d'Oscar. Ou c'est dommage, pardon. Non, mais justement, quand il s'agit de place, il ne s'agit pas de place au sens justement sociologique, hein, mais bien cette question de pouvoir penser. On voit bien que le terme parentalité qui a surgi dernièrement, hein, enfin quand même peut-être déjà depuis une dizaine d'années, mais c'est un mot qui vient effacer, qui maintient comme ça une indistinction tant sexuelle que justement de spécificité de l'un et de l'autre. Le nombre de fois qu'en entretien, j'ai eu à rappeler, je dis, mais vous savez, si dans la langue française, on parle de l'un et de l'autre, ou de l'une et de l'autre, ça dit bien que ce n'est pas identique. Hein. Et que justement, moi j'ai pris hétérotopie et homotopie, pas au sens mathématique, mais au sens vraiment de l'étymologie grecque, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de l'hétéros au niveau du topos, ou est-ce qu'on n'est pas dans de l'hétéros? Voilà. Parce que je pense qu'il y a un vœu d'homogénéité quand même, parmi les parents que je reçois aujourd'hui, beaucoup. Enfin, il y a tout un travail à faire pour essayer de ressouligner juste ce que vous nommez position maternelle, fonction paternelle. Et je pense à nous de trouver les mots justes pour tenter de nommer ça, mais que ce ne sont peut-être pas les mêmes positions et que c'est intéressant pour un enfant qu'il y ait des positions qui soient différentes, jusqu'à même des mères seules, quand elles doivent élever un enfant, seules, elles le disent parfois. Moi, j'ai entendu ça souvent, quand elles ont dit, moi, j'ai dû faire le père et la mère. Et quand on va un peu plus loin et qu'on dit, mais au fond, ça veut dire quoi pour vous? J'ai dû renoncer à un des deux pour l'autre. Enfin, je n'ai pas pu faire les deux en même temps. Enfin, quelque chose comme ça. C'est... Tous à la même place, c'est le marécage. Pourtant, je pense qu'on peut faire les deux en même temps. C'est pas nouveau, en fait. Les femmes de marins qui ont élevé leurs enfants depuis très longtemps, pas depuis qu'on a inventé la PMA et des mots comme parentalité. Je pense, oui, qu'il y a une fonction maternelle au sens du prendre soin de l'enfant, de répondre à ses premiers besoins, et une fonction paternelle au sens de la coupure, bien sûr, et de venir apporter le langage, et qu'une femme seule peut peut-être assumer ces deux fonctions sans être unique. Absolument. Voilà, c'est une proposition. Mais elle va être divisée.
Oui, elle va, mais Elle va nous être divisée sommes entre tous ces... Ah divisés. oui, bien sûr. Mais elle va le dire d'ailleurs. Oui, oui, elle va le dire. dire. Voilà, Oui. tout à fait. Mais je pense qu'on peut peut-être rejoindre quelque chose et aider ces enfants issus de parents identiques en remettant des fonctions comme ça dans des couples où il n'y a pas assez de différence. Justement, en les faisant réfléchir à ça, il me semble que c'est ce que vous faites, en fait. Ou je me trompe. Non, non, tout à fait, tout à fait. C'est tenter de décoller les choses un peu de ce vœu non seulement identique, mais aussi de cette harmonie, hein, qui bien sûr n'est pas de mise. Hein. Il n'y a pas d'harmonie. Et il n'y a pas d'harmonie entre les deux fonctions, fussent-elles soutenues par la même personne. C'est ça que j'essaie de soutenir. Oui, tout à fait. Hein. Et Donc, vous parlez des femmes de intéressant. marins, et toutes les mères qui ont élevé les enfants alors que les hommes étaient partis à la guerre, et malheureusement, c'est de nouveau le cas aujourd'hui. Absolument. Enfin, voilà, on le sait bien. Non, non, c'est bien sûr, bien sûr. Hein. Et C'est ce qu'on appelait le père dans la tête de oui, la c'est mère. ça. Oui, Hein. C'est ça. C'est bien sûr. C'est la question de la référence aussi. Et Hein. c'est pour ça que je pense, vous l'avez très bien dit au début, c'est qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre, parce que ça donne des débats stériles, mais C'est le de cas de voir le effectivement les mots, c'est une recherche sur les mots. Par les mots. Par les mots. Par l'échange de paroles. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une demande de subvention à la CAF sans qu'il y ait le mot parentalité dans le dossier. S'il n'y a pas le mot parentalité, c'est refusé. C'est vrai. Donc, c'est aussi des mots qui sont imposés par l'administration. Donc, comment, en écoutant les personnes et en parlant avec eux, on peut remettre d'autres signifiants, peut-être. Mais C'est des mots qui sont parfois un peu creux et à nous à tenter de les ouvrir. Voilà. Oui. Hein, voilà. Oui. C'est des mots À faire parfois des plaqués écarts. aussi. Voilà, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Mais exemple, le mot parentalité, ça efface parenté, la parenté qui était un système de place Oui, bien sûr. qui existe, qu'il soit occupé ou non. La femme de marin et la place du père, elle est faite. Le père au lointain, c'est une place. C'est une place de père. Ce qui n'est pas du tout la même chose que la femme qui les personnes les homosexuels masculins, c'est encore plus évident que chez les femmes. Nous sommes le même, nous sommes indissolubles, nous voulons la même chose. Et l'amour parera à toutes les difficultés. Là, il n'y en a plus d'altérité. Elle est effacée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour les deux places. Il n'y a pas de possibilité pour deux places distinctes, deux fonctions distinctes. Alors, je rajouterais, elle est peut-être effacée dans un premier temps du discours. Sauf si Anne intervient pour dire vous êtes sûr que vous n'êtes pas. C'est ça. C'est ça. C'est un peu ça que je veux amener, c'est que voilà, c'est comme la question de la déconnexion entre procréation et sexualité. Et là, c'est vraiment une invitation que je fais à nos collègues analystes et particulièrement analystes d'enfants. Je ne suis pas si sûre que ce soit déconnecté au niveau de l'inconscient. Mais ça, ce n'est qu'à travers la question des rêves ou des dessins d'enfants qu'on pourrait savoir au fond, est-ce que c'est une déconnexion uniquement technique? C'est une déconnexion qui a des effets jusque dans les représentations, mais est-ce que ça reste au niveau conscient ou est-ce que c'est une déconnexion jusque sur le plan de l'inconscient? Ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas. On va le voir avec ces enfants qu'on aura en analyse, je ne sais pas. Parce que c'est toi qui me disais ça hier encore, c'est que quand même, la question du sexuel, c'est toujours l'énigme d'où viennent les enfants. Ça, c'est Freud qui sort. J'ai le sentiment, ça m'a toujours paru un petit peu une attache un peu lâche. C'est Freud qui dit comment le sexuel se relie-t-il avec quoi? Avec la procréation. Le lien, c'est les enfants s'intéressent au sexuel à partir de leur question d'où viennent les enfants.
Ça, c'est une liaison entre sexualité et procréation. Oui. Mais c'est aussi une façon d'échapper à l'horreur de la sexualité. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Le trouble que le sexuel introduit dans la vie de tout un chacun. Oui. Il y a un mot que je ne retrouve pas, mais qui est quelque part, à mon avis, dans les 3 essais. La pulsion sexuelle est impérieuse. C'est-à-dire qu'elle s'impose. C'est pas un besoin, c'est pas, ça s'impose, comme si elle avait de l'autorité. Mais c'est pas non plus de l'autorité. Si ça passe pas par ici, ça passera par là. Voilà, donc c'est pour dire qu'on peut peut-être considérer le lien entre sexualité et procréation comme pas si sûr que ça. Il y avait déjà un peu de division entre les deux avant que cette division s'inscrive dans le social. Oui, c'est ça. Je vous propose de rester sur ce questionnement. D'accord. Et nous allons passer au 13e livre. Et merci beaucoup, Anne-Josse et Daniel Lévy.